Bonsoir, cher monsieur. Vous avez remarqué qu'on m'a donné un mâle blanc Oui, d'un certain âge. j'ai beaucoup hésité avant d'accepter cette invitation, mais la curiosité de vous rencontrer a fait dépasser mes appréhensions. Merci d'avoir répondu à l'invitation des idées de Mène le Monde. Nombreux sont dans cette salle ceux qui vous connaissent déjà, d'abord parce que ce n'est pas la première fois que vous venez à Pau. Exactement. Vous êtes venu à plusieurs reprises, notamment pour traiter des problèmes d'agriculteurs avec les agriculteurs. Pas des problèmes d'agriculteurs, des problèmes d'agriculture. Non, mais je disais bien, des problèmes d'agriculture. Mais aussi, on vous connaît parce que vous êtes une géographe, professeure à la Sorbonne, une économiste, spécialiste des questions du développement. Vous êtes aussi une militante, engagée depuis longtemps, notamment au travers d'actions contre la faim. Oui, dans l'humanitaire, Médecins sans frontières, Action contre la faim. Bien sûr. Et vous êtes évidemment l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés au développement et en particulier à la question de la famine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'intellectuel universitaire reconnu que nous vous recevons, mais aussi une femme engagée dans la société de son époque et qui mène une réflexion sur la situation des femmes à mi-vie, comme vous dites, dans la société occidentale. Il y a 10 ans, certaines et certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, vous aviez publié un manuel de guérilla à l'usage des femmes, un livre très personnel, dans lequel vous racontiez comment vous aviez choisi de quitter celui qui vous avait accompagné pendant 30 ans dans votre vie, c'est-à-dire votre époux, l'ancien ministre Éric Besson. Un choc terrible, vous vous en êtes expliqué, qui a bouleversé votre vie privée, votre vie sentimentale, au moment même où, finalement, les honneurs se multipliaient dans votre vie professionnelle. Ce livre, disiez-vous alors, n'était pas un manuel de vengeance, mais un manuel de survie. 10 ans après, vous nous proposez un second opus intitulé « Manuel de guérison à l'usage des femmes ». Est-ce qu'on peut dire que le temps de la guérilla est fini ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes arrivé maintenant au temps de la paix ? Est-ce que vous êtes finalement guéri de ces blessures de la vie conjugale ? Merci beaucoup de cette question, de cette réflexion. Alors, ce livre est toujours, comme le manuel de guérilla, il est plus global évidemment que ma situation personnelle. C'est une réflexion sur le fait d'être femme aujourd'hui, au XXIe siècle, être femme en France, en Occident, mais aussi être femme dans le monde. Alors, le manuel de guérilla, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres comme le mien qui sont un peu une littérature de la désolation. François Chandernagor dit « On se retrouve en deuil de son mari vivant ». C'est-à-dire que vous avez tout bien fait, enfin vous croyez avoir tout bien fait, vous avez vécu votre vie de femme, vous avez élevé vos enfants, et puis finalement, à un moment, vous êtes à mi-vie. Moi, je pense plus que je suis à mi-vie aujourd'hui, mais à mi-vie, c'est-à-dire plutôt autour de 50 ans. Eh bien, beaucoup de femmes en France, enfin dans le monde, quelle que soit d'ailleurs leur couleur de peau et leur statut social, beaucoup de femmes se retrouvent seules parce que celui qu'elles aimaient, celui avec lequel elles avaient décidé de parcourir leur vie, eh bien, finalement estime qu'il a envie de changer, il a envie de retrouver sa jeunesse, il a envie de... Voilà, il a peur de vieillir et il a peur de... Et il est prêt à remonter l'escalator à l'envers. Et mon ex-mari, avec lequel j'ai des relations tout à fait pacifiées, il en est à son 3e mariage et il a des jumeaux qui ont 2 ans. Alors bon, moi maintenant, vous comprenez bien que je rigole en regardant ça.
parce que je me dis, ouh là là, le pauvre. Mais peu importe. Mais 10 ans plus tard, en fait, on se dit, est-ce que cette souffrance, est-ce que cette douleur immense, parce que beaucoup de femmes le vivent, on a l'impression d'être amputée quand ça vous arrive, hein, c'est toute une vie qui s'effondre. Est-ce que cette souffrance, finalement, elle ne se débouche pas sur une sorte de libération, de sérénité qui vient avec les années? C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui le sentiment que prendre de l'âge en France, en Occident, à la fin du XXIe siècle, c'est au contraire se libérer de beaucoup de suggestions. C'est l'impression que finalement, on a coché toutes les cases, on a fait ce qu'il fallait, on a été une bonne maman, une bonne épouse, une bonne salariée, une bonne tout, et une bonne en fait. Et en fait, nous avons acquis la capacité de choix. Et on peut dire, mais aujourd'hui, j'ai de compte à rendre à personne. Je suis heureuse de vivre ma vie. Je suis heureuse. Je me suis réconciliée avec Eric, avec mon ex-mari. Et puis, de toute façon, on a 3 enfants ensemble. Donc, il vaut bien mieux qu'on ait de bonnes relations. Quand il me parle de ses problèmes de garderie, de rhume, quand je vois que sa nouvelle épouse passe un doctorat, je me dis, waouh, quand même. Mais bon, en même temps, eh bien, c'est son choix et je le respecte. Et je dis dans le livre que finalement, quand on est... Alors vous dites, vous êtes gentil, Jean, vous dites, vous avez le choix de partir. Vous avez fait le choix de partir, oui. Oui, c'est vous qui le dites. Hein. Oui, c'est toujours les femmes qui demandent la séparation. Après, elles demandent la séparation parce qu'elles n'ont pas trop le choix quand même, il faut le dire sincèrement. Même si maintenant, avec le recul, je pense qu'on peut agir plus intelligemment que je l'ai fait. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous dirai comment. Mais bon, et voilà. Et je pense que... Oui. Finalement, vous voyez, il y a 10 ans, je lisais tous les manuels sur les pervers narcissiques. Je me disais, ouais, je suis tombée sur un putain de pervers narcissique, je cochais toutes les cases, etc. Et puis maintenant, je me rends compte que non, c'est juste la trajectoire de l'hédonisme, de la liberté. Aujourd'hui, dans notre monde, eh bien, les gens suivent des trajectoires individuelles. Il est fini le temps du code Napoléon où on n'avait pas le droit de quitter son épouse après 45 ans. Ben non, chacun vit sa vie. Et alors, les hommes changent de femme parce qu'ils estiment que leur femme... Pas tous, hein. Attention, il y a des hommes dans la salle et il y a des hommes super, hein, j'en suis sûre. Mais les hommes, beaucoup d'hommes changent de femme parce qu'ils ne supportent pas de voir le reflet de leur propre vieillissement dans le vieillissement de leur femme, alors que les femmes, elles veulent changer. Attendez, Jean, attendez. Oui. Non, parce que je m'aperçois que certes, ce n'est plus le manuel de la guérilla, mais bon, non, la sniper est pas loin quand même. Pas du tout. C'est le manuel de la matriarche qui se dit, mais je suis toute puissante. Donc je vous disais, les hommes changent de femme, et le problème des femmes, c'est que souvent elles veulent changer les hommes. C'est-à-dire qu'elles se disent, non mais mon mec il me convient pas, faut que je le change. Et en fait elles pourrissent un peu la vie aussi parfois de leurs compagnons au quotidien parce que elles ont un idéal d'absolu. Et ce que je dis, c'est que finalement, il faut tous être des êtres de kintsugi. Et le kintsugi, vous savez, c'est cet art japonais qui consiste à réparer ce qui a été brisé en comblant les fêlures de poudre d'or, de résine avec de la poudre d'or. Et le bol ou l'objet qui est ainsi réparé, eh bien, il est unique. Il est unique parce qu'il est unique grâce à ses cicatrices, grâce à ce qui fait de lui ce qu'il est. Aucun autre ne lui ressemble. Parfois, d'ailleurs, l'artiste laisse un vide parce qu'un morceau n'a pas été retrouvé. Et cette béance, c'est aussi ce qui nous façonne. Et je dis, finalement, en prenant de l'âge, on apprend à devenir des êtres de kintsugi, à nous aimer et à aimer les autres avec leurs cicatrices. Au début de votre livre, vous revenez sur l'histoire, finalement, de la femme dans le travers des sociétés, et vous faites remonter l'initiatrice de la philosophie féministe à une dame qui s'appelait Marie Astel, et qui était née en 1666. Et donc, pendant les 3 siècles suivants, finalement, la place des femmes et le statut des femmes dans notre société n'a pas beaucoup évolué. Depuis une 50aine d'années, on va dire, un petit siècle, les choses ont beaucoup bougé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu une si rapide, une si brutale accélération, et si elle est aussi déterminante. À quoi vous attribuez tout ça ? Eh bien, quelque chose d'essentiel. Pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu accès à l'éducation. On considérait que, sauf si évidemment elles faisaient partie de la noblesse, qu'elles pouvaient avoir des précepteurs, mais sinon on considérait qu'éduquer une femme, c'était du temps perdu. Cette femme, elle était là pour faire des enfants, pour s'occuper du foyer. Et il faut attendre la fin du 19e siècle
pour voir apparaître l'éducation laïque et gratuite pour tous avec les lois Jules Ferry. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-mère était une de ces hussardes noires de la République. Elle a donné son nom à l'école primaire du village natal de mon père, qui s'appelle Murviel-les-Montpellier, près de Montpellier. Et cette capacité des femmes à acquérir le droit à l'éducation leur a permis de s'émanciper du cadre familial. Une auteure africaine, gauchiste, Maganda Gauchi, dit « Ton meilleur mari, c'est le diplôme ». Et effectivement, quand les femmes commencent à avoir accès à l'éducation, elles commencent à avoir accès à une certaine autonomie. Une autonomie qui leur permet de se penser, d'organiser leur vie. Après, ça n'a pas été si facile que ça, parce que ce qu'on constate, c'est que d'abord, ce n'est pas le cas encore dans une grande partie du monde. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Hein, on retire les femmes de l'accès à l'éducation. On a vu pendant les confinements beaucoup de familles dans les pays pauvres se dépêcher de marier leur fille simplement pour la confier à un mari, même beaucoup plus âgé, parce que sinon elles avaient peur de l'exposer à la violence. Et ce combat des femmes, il est très récent. On peut le dater à peu près à moins d'un siècle. Il n'est pas fini. D'abord, à la fin du 19e, c'est le combat pour la reconnaissance politique avec les droits de vote. Et les femmes, chaque fois que les femmes mènent ce combat, elles sont critiquées, les suffragettes sont critiquées. Colette dit qu'elles ne méritent que le fouet et le harem. Ensuite, c'est le combat des années 50-70 pour l'émancipation du corps, avec le mouvement de libération des femmes. Vous le savez, dans bien des pays, dès qu'une femme se marie, dès qu'elle porte un enfant, elle cesse totalement de s'appartenir. Elle appartient au monde, elle appartient à son mari. Beaucoup de sociétés refusent encore le droit à l'avortement. On voit ce qui se passe en Pologne, par exemple. Et puis, il y a la période plus récente, qui est l'émancipation dans les comportements quotidiens, c'est-à-dire toute la question de MeToo, qui là encore est critiquée parce que finalement, chaque fois que les femmes essaient d'expliquer, de prendre la parole, de dire qu'elles se heurtent encore à tout un ensemble de discriminations qui sont souvent tacites, qui sont même parfois bienveillantes, faites avec le sourire, eh bien, elles sont critiquées. Et elles sont critiquées souvent, y compris par d'autres femmes. Et c'est ça qui me questionne, c'est-à-dire que nous avons fait beaucoup. On peut dire, nous sommes libres aujourd'hui. Mais combien d'entre nous, dans le monde, combien de nos sœurs ne sont pas libres ? C'est en 1990 que les Nations Unies parlent de l'éducation pour tous. Le 25 novembre, c'est-à-dire bientôt, c'est la journée mondiale des violences faites aux femmes. Eh bien, on sait que plus de la moitié des femmes dans le monde n'ont pas le choix pour leur vie sexuelle, pour leur vie contraceptive, pour le fait de la gestion de leurs enfants. Donc c'est quand même quelque chose qui me marque. Et quand je dis manuel de guérison à l'usage des femmes, je dis, nous avons une chance inouïe. Nous, ici en France, on n'a jamais été aussi libres. Ça ne veut pas dire qu'on a fini, mais prenons conscience de cette liberté de choix que nous avons. Notre seul devoir, finalement, c'est d'être heureuse. Alors, on va poursuivre la lecture de votre livre, parce que vous intitulez un de vos chapitres « L'arnaque du prince charmant ». J'étais sûre que vous alliez y venir. L'arnaque Je me du suis dit, prince charmant. combien de temps il va mettre avant de me parler de l'arnaque du prince ? Vous ne l'avez pas fait exprès, vous allez me dire, je ne vous croirai pas. Mais, et vous dites que ce syndrome de Cendrillon a finalement suffisamment duré. C'est-à-dire que le problème, c'est que depuis qu'on est... pardon, excusez-moi. Un des remèdes de la... Oui, parce que bon, il faut quand même que je pose 2-3 questions. Un des remèdes de la guérison serait-ce finalement pour les femmes de s'émanciper de la dépendance affective. Mais ça paraît un peu énorme, ça, non ? Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'aimer, mais le problème, c'est que nous sommes élevés depuis que nous sommes petites filles dans l'idée que notre bonheur va passer par la rencontre décisive du prince charmant qui sera notre protecteur qui nous comblera, à tous les sens du terme d'ailleurs, et cette vision qui est diffusée partout, même les superwoman des nouveaux films de Marvel, ce sont des amoureuses qui attendent de rencontrer quelqu'un. Donc je pense que cette idée que la femme ne peut se réaliser que dans la rencontre de l'autre, et alors aujourd'hui on parle de l'autre de façon yel, hein, vous avez entendu parler du yel, on parle de l'autre de façon beaucoup plus inclusive, mais bon, ça a été pendant très longtemps du prince charmant, de l'homme. Alors, je résume cela en disant, par un alexandrin, en disant « Au prince charmant, préférons son cheval blanc ».
parce que nous avons beaucoup de bonheur dans notre relation avec les animaux familiers. Moi, je suis une grande cavalière, une grande amoureuse des chevaux, et je me rends compte que finalement, quand on regarde Disney, Disney a énormément évolué. Disney, vous savez, c'est vraiment le tambour de l'évolution des mentalités. Si vous regardez tous les vieux Disney, c'est toujours le prince charmant. Il faut rencontrer le prince charmant avec le baiser. Hein. Vous savez, l'histoire du baiser sur la belle endormie, c'est limite, parce que ça met en question la question du consentement. Et aujourd'hui, si vous regardez les derniers Disney, je suis sûre que vous avez des enfants ou des petits-enfants qui vous emmènent voir les Disney, eh bien, vous vous rendez compte que le message a totalement changé. D'abord, le message, c'est qu'il faut franchir ses limites, que ce soit Vaiana, que ce soit tous, il faut franchir ses limites, il faut s'exempter de la norme pour pouvoir se réaliser. Et puis l'amour, ça peut être l'amour de la sœur, ça peut être l'amour du pays, ça peut être l'amour de la nature. Et bon, évidemment, Disney est très malin, c'est le plus grand capitaliste mondial, il sait très bien que les femmes ont acquis aujourd'hui un pouvoir d'achat, une autonomie, que c'est elles qui décident ou non d'emmener leurs enfants dans les parcs ou au cinéma. Donc c'est pas totalement désintéressé, mais c'est aussi parce que Disney est à l'écoute du fait qu'aujourd'hui, les femmes, c'est plus de la moitié de la population mondiale, que beaucoup d'entre elles, de par la démographie, vivent seules. Elles vivent seules d'abord parce que les hommes s'engagent de plus en plus tard et parce que, ils partent de plus en plus tôt. Je suis désolée de vous dire ça. Et donc il y a, en France, il y a 10 millions de femmes de plus de 60 ans et il y a 8 millions de mecs de plus de 60 ans. Donc déjà, il y a un problème mathématique. Et en plus, dans les 8 millions, comme vous le savez, ils ne sont pas tous casables. Vous savez, vous connaissez l'histoire du repas de célibataire où on vous met à côté de l'incasable en vous disant « tu ne vas pas faire la difficile en plus ». Bon. Donc, il vaut mieux, quand on est femme, vivre heureuse au quotidien sans se dire que nous allons faire la rencontre décisive. Ça n'empêche pas qu'on puisse nouer des relations fortes avec des hommes ou avec des femmes, parce que je ne me pose pas du tout, je ne porte aucun jugement là-dessus, mais je pense que si nous voulons marcher sur nos deux jambes, si nous ne voulons pas chercher de béquilles, il faut que nous apprenions à être seuls, y compris dans notre quotidien, à être heureuses seules, et les Suédois disent « être seul rend fort ». C'est important et ça n'empêche pas du tout l'amitié, ça n'empêche pas du tout la rencontre, ça n'empêche pas du tout d'avoir des amitiés ou des amours masculines ou féminines, mais cela permet aussi de ne pas être en quête. Et s'émanciper de la dépendance affective, c'est-à-dire s'émanciper de ce syndrome de Cendrillon, c'est la condition du bonheur parce qu'on accueille les bonheurs de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Alors permettez au punching ball que je suis de vous poser une autre question. Non, Jean, vous n'êtes pas un punching ball. Mais c'est pas grave, j'ai au moins l'enveloppe pour le faire. Ah oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai dit aussi. Faut aimer les doudous. Oui, sans dépendance, merci en tous les cas pour le doudou. Je ramènerai ça à la maison, merci. Sans dépendance affective partagée, est-ce qu'on peut envisager une relation à longue durée, madame Eh bien, alors, si on a la chance de pouvoir partager toute une vie, ou d'ailleurs de rencontrer sur le tard quelqu'un avec lequel nous pouvons nouer une relation sereine, une relation de bonheur pour partager tout un ensemble de choses, c'est très bien, c'est merveilleux. Mais simplement, je le disais, mathématiquement, c'est compliqué, puisqu'on a vu le déséquilibre démographique. Et puis, ce n'est pas une finalité, c'est-à-dire que pour celles qui le vivent, tant mieux, et je suis très heureuse pour elles. Après, je vais quand même mettre une nuance. C'est que moi qui voyage énormément, qui suis beaucoup dans des hôtels, dans tout un tas d'endroits, qu'est-ce que j'entends les couples se gâcher mutuellement la vie par des réflexions désagréables et déplacées. J'ai tellement souvent envie d'aller la voir en disant « mais arrêtez de vous pinailler pour ça, ça sert à rien, vous êtes là, vous gâchez la vie sur... » mais des choses qui n'en valent tellement pas la peine. Et c'est important aussi d'apprendre à aimer l'autre avec ses défauts, avec ses limitations. Vous ne le changerez plus, hein, c'est fini. Hein. Donc autant l'aimer comme il est, parce que sinon à quoi ça sert? On se gâche la vie. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important aussi, cette idée que... il faut se réconcilier avec le monde, se réconcilier avec ses enfants, se réconcilier avec son ex. Alors vous savez, maintenant on parle des freaks. Les freaks, c'est les friends devenus ex. C'est un terme américain. Les Américains, ils ont des noms pour tout maintenant. Et je pense qu'en fait, c'est important de se dire,
apprenons à être heureuses au quotidien, savourons le fait d'être ensemble aujourd'hui à Pau, dans cette salle, et de pouvoir parler de ces choses aussi essentielles, alors que le confinement nous a renvoyés à la peur de la mort, à la maladie, à la violence quotidienne. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter Alain Bauer, il disait que les violences quotidiennes se sont multipliées, les incivilités se sont multipliées, on le ressent, il y a de l'agressivité, il y a de la peur, il y a l'éco-anxiété des jeunes vis-à-vis de la peur de l'avenir, la peur de la planète. Nous avons cette force, nous, femmes, de pouvoir justement dégager une espèce de sérénité, ce que j'appelle les matriarches ou les matrimoines. C'est-à-dire l'idée que... On y reviendra. Allez, je vous laisse parler. Vous êtes trop aimable, merci. Et en lisant votre livre, il y a quelques pages qui m'ont effectivement un peu étonné, pour ne pas dire heurté. Simone de Beauvoir, vous dites, voyez dans la maternité les racines de la subordination féminine. C'est ce que vous écrivez en ajoutant... J'écris ce que dit Simone de Beauvoir. Toute femme qui enfante perd sa liberté. Pour elle-même, la femme, finalement, pour être elle-même, la femme doit-elle plus faire d'enfants ? Est-ce que ce que deviennent nos sociétés dans ces cas-là ? Comment peut-on imaginer devenir soi sans être aussi mère ? Alors c'est une question très importante et qui appelle Je vous remercie plusieurs réflexions. Non, mais c'est très important et ça appelle plusieurs réflexions. Effectivement, Simone de Beauvoir avait fait le choix de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle disait la maternité, c'est ce qui nous fait entrer dans l'aliénation. Et c'est d'une certaine façon vrai, en ce sens que même dans le couple le plus égalitaire, à partir du moment où arrive le bébé, où arrive l'enfant, on observe dans la répartition des tâches domestiques, des tâches maternelles, de la relation vis-à-vis du travail, on observe une inégalité qui s'installe et on sait très bien que pour les femmes, c'est plus compliqué d'arriver à tout concilier. On a vu pendant les confinements qu'elles avaient 2 ou 3 heures de tâches ménagères en plus par jour dans le cadre familial. Donc les féministes universalistes pensent que le combat pour l'égalité, il doit faire abstraction des corps. Or moi, je pense l'inverse. Moi, j'ai eu 3 enfants. Et je pense que si nous voulons être égales en étant identiques, nous allons nous épuiser. Nous allons nous épuiser parce que avoir ses règles, porter un enfant, élever un enfant, on ne peut pas nier que c'est un phénomène biologique qui nous renvoie au fait que nous sommes femmes. Et je dis juste, certaines femmes choisissent aujourd'hui, de plus en plus de femmes choisissent aujourd'hui de ne plus avoir d'enfants dans des sociétés très patriarcales. En Chine, par exemple, en Afrique du Nord, au Japon, parce qu'elles disent que finalement, si elles n'ont pas d'enfants, elles garderont leur liberté. D'autres choisissent de ne plus avoir d'enfants parce qu'elles disent « je ne veux pas donner un enfant à la planète », c'est les green inclinaisons no kids. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit un choix par défaut, c'est-à-dire on n'a pas d'enfants parce qu'on ne veut pas s'aliéner. Moi, je pense que nous avons parfaitement le droit de revendiquer notre maternité et le fait que cette maternité, elle ne nous met pas dans une situation d'identité face aux hommes. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi dans les lieux de travail, on n'a pas généralisé les crèches. On sait très bien à quel point pour des jeunes couples, c'est dramatique le moment où il va falloir confier le bébé pour retourner au travail. Beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui. C'est une vraie interrogation. D'ailleurs, j'imagine que dans la salle, il y a plein de grands-parents qui se sont retrouvés, malgré eux, instrumentalisés dans cette mission de garder les petits-enfants, ce qui est à la fois fabuleux et qui, en même temps, est une demande très forte de leurs enfants. Je pense que... là, il y a dans le livre la citation, vous savez, de Marjane Satrapi, oui, qui dit sa maman, donc elle est iranienne, et sa maman lui dit « Écoute, j'ai été intelligente, je n'ai fait qu'un enfant, elle. Si tu es encore plus intelligente, tu ne feras aucun enfant. » Et Marjane Satrapi ne fait pas d'enfant et elle doit se justifier en permanence de ne pas avoir enfanté. Je pense que les femmes n'ont pas à se justifier aujourd'hui ni de ne pas enfanter, ni d'enfanter. Qu'elles sont totalement libres de le faire, mais qu'on doit reconnaître à quel point la maternité, le fait d'élever des enfants, par le simple fait biologique, les met dans une situation où elles doivent avoir des droits spécifiques. Vous n'êtes pas tendre. Merci. On va vous laisser, vous applaudir.
vous n'êtes pas tendre non plus avec la société française qui s'illustre, je vous cite, son apologie glauque de la gauloiserie par sa complaisance envers la prétendue séduction à la séduction à la française. Et vous ne craignez pas qu'on vous taxe de puritanisme américain ? Alors, nous sommes loin encore de la société américaine, même si nous avons tendance à transposer de façon, à mon avis, excessive des modèles américains qui ne sont pas les modèles français. Mais j'ai été quand même assez choquée par la façon dont un certain nombre de femmes qui, parce qu'elles étaient dans des situations de vulnérabilité professionnelle ou personnelle, ont dû subir des assauts sexuels inacceptables de la part de messieurs qui profitaient de leur situation de pouvoir pour en jouer, eh bien ces femmes, je pense à Tristan Bannon ou d'autres, n'ont pas été entendues. Ma propre fille a eu ce problème. Elle est poursuivie en justice pour diffamation par un vieux barbon de la République. Et je pense que cette libération de la parole des femmes, chaque fois qu'il y a un combat, on dit il va trop loin. Mais pour qu'un combat soit entendu, il faut qu'il aille un peu trop loin, parce que sinon il n'est pas entendu. Et donc il faut que les femmes libèrent leur parole pour qu'on comprenne qu'au quotidien, la galanterie, c'est très bien, mais parfois, elle est un peu humiliante ou elle est un peu dégradante. Et puis en plus, pourquoi on vous renvoie toujours à votre attractivité sexuelle ? Mince, on a le droit d'exister sans être dans une posture de savoir si on plaît ou pas. L'autre jour, dans le TGV, je parlais au téléphone. Bon, ok, j'avais le tort, je sais, il ne faut pas dans le TGV. Bon, on allait arriver en gare, le contrôleur braillait depuis 10 minutes pour dire qu'on allait arriver en gare. Je prends un appel, le mec de devant se retourne, m'engueule et me dit « mal baisé ». Ah, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça ? Enfin, en plus, qu'est-ce qu'il en sait ? Je me suis dit, pas par vous, en tout cas. Enfin. Et je me suis dit, mais pourquoi ce genre de propos arrive toujours, tout de suite ? Il y a une fille dont j'oublie le nom, excusez-moi, qui a fait... C'est pas une situation permanente. Ça arrive assez souvent, et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « Dis bonjour, sale pute ». C'est sur les agressions de rue. Vous savez, on vous siffle. On dit « Oh, t'es trop belle, mademoiselle ». Bon, on vous le dit, moi, on le dit moi maintenant, mais bon. Et on vous dit ça, si vous souriez pas et que vous le prenez pas gentiment, eh ben très vite, ça dégénère en insulte, voire en violence. Et un géographe, un de mes collègues, qui s'appelle Yves Rebaud, qui est un géographe, dit « La ville reste pour les femmes l'espace du mal ». L'espace du mal, alors vous jouez évidemment sur mal et mal, là c'est en circonflexe ou pas, le E ou pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toute fiérotte que nous soyons, il y a quand même des moments où on balise dans les villes la nuit, ou surtout maintenant qu'on enlève l'éclairage public au nom de l'écologie pendant la nuit, où on balise quand nos enfants vont faire un jogging en forêt. Moi, mes filles, quand elles me disent « je vais courir », je dis « mais t'es sûre, tu veux pas rester, pourquoi tu vas au bord du Rhône ?» Moi, j'habite au bord du Rhône. Pourquoi tu vas au bord du Rhône pour courir ? Elles me regardent comme si... Mais on a peur. Regardez l'affaire de cette joggeuse. Si ça nous a tous interpellés, c'est parce que ça renvoie à une réalité. Les féminicides, c'est une réalité. 150 femmes en moyenne tuées chaque année en France, 90 000 dans le monde. Ce sont des réalités. Donc, il y a quand même encore cette peur aujourd'hui qui fait que aspirer simplement à être nous-mêmes, à nous vêtir comme nous voulons et à être... qu'on ne nous demande pas si nous étions provocantes ou pas, mais franchement, ce monde-là, il faut le bannir. Il faut le bannir. C'est pour ça que je pense qu'on a encore du boulot. Vous écrivez que vieillir est un privilège. Oui. Et que vieillir libre est une revanche. En affirmant ce sentiment, ces réflexions en tous les cas, vous n'avez pas le sentiment de réserver ce jugement parce que vous êtes une privilégiée qui, par ses études, par son métier, par sa caste sociale, finalement, vous êtes équipée pour faire face à la solitude de la vieillesse. Mais est-ce que toutes les femmes je vous en prie, hein. Non, pas. Mais est-ce que toutes les femmes le sont ? Est-ce que ce n'est pas déjà une autre discrimination ? Alors, je me suis posé cette question et d'ailleurs, ma fille m'a fait enlever 2 chapitres de mon livre en me disant « ça fait trop privilège blanc ».
Je racontais comment l'Académie française m'avait demandé de rejoindre leur rang, l'Académie française dans ce qu'on appelle les sciences morales et politiques. Alors j'avais dû faire campagne, vous savez, vous devez aller voir tout le monde, etc. Et j'étais tombée sur des messieurs qui m'avaient dit « Ah non, mais des femmes, on en a déjà trop ». Il y en avait 3, hein, sur 50. Des femmes, on en a déjà trop, ça rit trop fort, ça parle tout le temps. Et j'avais fait un chapitre là-dessus en disant, quand même, c'est hallucinant. Et le deuxième plafond comme ça auquel je me suis heurtée, que ma fille m'a fait enlever, c'est un truc qui s'appelle la Nation gardienne. Alors, la Nation gardienne, c'est une chevalerie de Camargue qui a été créée au début du XXe siècle par un mec qui s'appelle Marquis de Baroncelli et qui a codifié ceux qui étaient des espèces de vachers misérables, les gardiens, en leur donnant une tenue, en leur donnant un code d'honneur, etc. Donc c'est une chevalerie. Donc vous avez compris, j'aime les chevaux, donc je voulais faire partie de la Nation gardienne parce qu'on a son cheval blanc, et au prince charmant préférant son cheval blanc, vous avez compris. Donc j'avais la tenue, j'avais le cheval, j'avais tout, et on m'a dit en croupe et en arlésienne. C'est-à-dire qu'en 2021, on ne peut pas monter à cheval à califourchon pour la Nation gardienne. Alors, j'avais fait 2 chapitres là-dessus assez croquignolesques, comme vous pouvez l'imaginer, et ma fille m'a dit « ça fait trop privilège blanc, ça fait trop privilège de classe, vire-les ». Bon, je les ai virés, mais je vous les raconte, donc c'est mon limite. Et effectivement, je peux dire que, bien sûr, économiquement, je suis privilégiée, c'est certain, mais en même temps, je vis dans un petit village de la Drôme, et beaucoup de mes amis me disent « mais moi, j'en peux plus des bonhommes ». Moi, je préfère vivre seule. Pourquoi ? Parce que leur situation, justement, plus, populaire que moi, les expose à être renvoyés aux tâches domestiques, aux tâches ménagères, beaucoup plus que nous ne le sommes globalement, nous, les bourgeoises privilégiées. Et il y a dans les classes populaires une demande, au contraire des femmes, de dire « mais j'en ai marre ». Et d'ailleurs, si par le malheur, je me retrouve seule, et on sait bien que l'espérance de vie, malheureusement, est inférieure, de 11 ans, eh bien, je ne me remettrai pas en couple, parce que pour moi, le couple a quand même signifié pendant très longtemps l'assujettissement. Et cette demande de libération des femmes qui, en prenant de l'âge, disent « j'ai tout bien fait, maintenant je veux vivre pour moi, je veux plus vivre pour les autres, je veux qu'on arrête de me demander des comptes, je veux arrêter d'être la domestique au service de mon mec qui en plus rentre à la maison. Alors, vous connaissez ce qu'on appelle le divorce à la japonaise. Le divorce à la japonaise, c'est ces femmes japonaises qui voient revenir le mari à la maison dans une société où, comme on bûche énormément, elles ne l'ont pas vu beaucoup. Il est à la maison, comme beaucoup de bonhommes, il tourne en rond, il ronchonne, il s'emmerde, il ne sait pas que faire, et elles demandent le divorce. Et il y a une explosion de ce qu'on appelle les divorces tardifs. Vous voyez, donc ce sont des phénomènes, je raconte comme ça, je donne l'impression de raconter tout ça avec légèreté, mais en fait, c'est très documenté académiquement. Dans le livre, vous avez... Je confirme que c'est très documenté. Bon, merci. Et donc, effectivement, ce sont des phénomènes de société. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, ont une espérance de vie qui n'est pas celle d'hier. On ne meurt plus, Dieu merci, en mettant nos enfants au monde. Nous sommes dans des taux de mortalité maternelle qui ont considérablement chuté, mais vous parliez de nos glorieuses ancêtres, la marquise du Défend et d'autres qui parlaient de cet esclavage des femmes, de ce non-accès à l'éducation des femmes. Ce qui est marquant, c'est de constater combien d'entre elles meurent en couche ou meurent des suites de la naissance. Alors bien sûr, les bébés meurent, mais les femmes meurent. C'est une hécatombe dans l'histoire. Et cette hécatombe, elle continue aujourd'hui dans des pays d'Afrique subsaharienne où mettre un enfant au monde est toujours une aventure à haut risque. Alors ça, nous avons vaincu cela, et c'est une formidable libération. Nous sommes extrêmement en forme globalement, de plus en plus âgés. On le voit bien dans les cercles de randonnée, dans les cercles de sport, etc. Les femmes sont en forme plus longtemps. Il faut arrêter de raconter toutes les conneries qu'on entend sur la ménopause. Alors moi, je ne supporte pas les conneries sur la ménopause, qui sont toujours écrites par des gens qui connaissent rien à la ménopause et qui confondent la ménopause avec la préménopause, donc qui vous parlent de bouffées de chaleur, de tout un tas de trucs. Mais attendez, ça, c'est la préménopause. Quand on est ménopausé, on est libre. On n'a plus le problème d'avoir ces règles. On se dit, je peux aller partout. Je peux partir en voyage, je peux monter à cheval. Je ne me dis pas, quand est-ce que ça va tomber ? Est-ce que je vais être malade ? Est-ce que je vais être pliée en deux parce que j'ai mal au bide ? Est-ce que je vais avoir un short blanc qui va être taché ? Tout le monde va rigoler. On connaît ça avec nos enfants qui sont dans un stress total si elles vont voir leurs règles. Tout ça, on est libérés de ça. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux d'avancer en âge en France au XXIe siècle. Eh bien, tant mieux, tant mieux.
Je poursuis, si vous voulez bien. Vous écrivez à un moment que le temps des femmes puissantes est venu. Évidemment, pas un matriarcat tout-puissant. Ah mais non, il ne faut pas remplacer une suprématie par un autre. Voilà. L'idée que, moi c'est ça qui me gênerait beaucoup, c'est dans le discours sur notre libération ou notre émancipation ou notre reconnaissance en tant qu'être humain, je ne veux surtout pas prendre la place des hommes, Dieu m'en garde. Je veux que nous puissions trouver notre place à côté d'eux, avec eux, pas contre eux et pas sans eux. C'est-à-dire qu'ils ont toute leur place dans la société, heureusement Merci. d'ailleurs. Mais non, mais l'idée qu'on va remplacer une suprématie féminine, enfin une suprématie masculine par une suprématie féminine, mais bien sûr que non. Au contraire, ayons des relations sereines mais égales. Alors, Pas vous identiques mais égales. Alors vous préférez promouvoir le matrimoine. Oui. Alors le matrimoine en 2 mots, c'est quoi? C'est une sorte d'héritage immatériel que le vécu des femmes transmise de génération en génération. Très bien. Concrètement, comment on fait pour valoriser cet héritage des femmes? C'est fait ce que les femmes apportent. Alors, je ne veux pas généraliser parce qu'on a tous connu des chefs d'État femmes qui étaient violentes. On a connu Margaret Thatcher, on a connu Indira Gandhi, on en a connu bien d'autres. Et donc, je ne veux pas généraliser, opposer les femmes aux hommes. Mais ce que je dis simplement, c'est que dans leur pratique quotidienne, les femmes sont plus dans l'entraide que dans la compétition. Elles sont plus dans la douceur que dans la violence. Elles sont plus dans la solidarité que dans le fait d'observer l'autre et de voir si on ne peut pas lui écraser la gueule. Et mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, en fait, partout où je vais, quand je suis avec des femmes, je me sens tout de suite heureuse parce que je me dis, on va tout de suite créer un lien. On va tout de suite trouver des sujets sur lesquels on se retrouve. Et vous le savez bien d'ailleurs, hein, quand on est entre nous, très vite, on parle de plein de sujets, y compris des messieurs d'ailleurs. Il vaut mieux qu'ils n'entendent pas parfois d'ailleurs. Et on est vraiment dans une autre relation. Et on parle aujourd'hui des écolieux, des béguinages. On parle de toutes ces associations de femmes qui se retrouvent pour faire des choses ensemble. Il y a ce désir d'aimer le paysage familier. Je dis aussi que les confinements nous ont renvoyés vers l'intime, vers la sphère de l'intime. Et être femme, c'est nouer avec son environnement proche des relations qui sont des relations plus profondes, plus vraies, plus justes, je pense, qu'un monde dominé par la compétition masculine dont le désir de pouvoir et la question sexuelle sont toujours des filigranes. Si les femmes subissent la violence dans le monde, c'est souvent en raison de la sexualité des hommes. Hein, je cite, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas encore dit, vous alliez y venir. Ouais. Je vous laisse le soin d'en parler vous-même. Je cite une jeune femme qui me dit « La sexualité des hommes aura gâché ma vie ». Pourquoi ? Parce qu'on est souvent, quand on est femme, renvoyé aux questions sexuelles. Une sociologue israélienne qui s'appelle Esther Perel dit « L'homme est dicté par son pénis ». Mais c'est vrai, c'est le problème de la testostérone. C'est vrai, alors elle s'amenuise en vieillissant. Donc les hommes deviennent de plus en plus fréquentables au fur et à mesure qu'ils avancent en âge. Tout l'espoir est devant moi. Mais pas tous. Et on a tous connu le problème du vieux libidineux. Et cette question de la sexualité, eh bien, elle explique pourquoi, en fait, l'humanité a dû inventer le mariage pour que, alors ça c'est une sociologue allemande qui le dit, pour que, en attribuant une compagne à l'homme, dictée donc par une force sexuelle, il puisse canaliser son énergie à autre chose que cette compétition sexuelle, c'est-à-dire à travailler, à créer, aussi bien à l'art qu'à l'invention, etc. Et que, vous le savez bien, chez les animaux, enfin, si vous avez des chiens, des chats, des chevaux, c'est dramatique, vous êtes d'accord ? Donc, on se retrouve souvent confronté. Donc, vous avez compris, j'ai des chevaux, mais garder un étalon chez soi, c'est la croix et la bannière. Enfin, vous le savez, un chat, un matou, si vous le castrez pas, il se barre. Et il pue. Lui aussi. Alors, je te transpose pas, hein, mais dans la nature. Bon, voilà, on arrête, c'est un sujet un peu glissant.
Dans ce livre, à la fin, il y a quand même un message, un peu d'espérance. On a le sentiment que vous sortez plus forte, vous, Sylvie Brunel, plus forte et plus heureuse des 300 pages que vous venez d'écrire. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à lire ce livre, parce qu'effectivement, même les hommes qui en prennent pas mal pour leur grade, non. Même nous, on a effectivement un message d'espérance. Pour terminer, puisque si on veut laisser la place un peu aux questions, vous disiez à propos de cette manifestation que jamais nous n'avons eu autant besoin de se reconstruire. Oui. Est-ce que alors finalement, cette pandémie aurait-elle au moins un effet positif pour les femmes, se reconstruire, mieux se reconstruire ? Alors cette pandémie nous a permis de réinvestir notre sphère intime par les confinements, par le fait que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, ça a été un moment où nous nous sommes retrouvés avec nos enfants ou nos petits-enfants, où nous avons dû être astreintes à aimer notre paysage familier, parce que le monde n'était plus ouvert, donc il fallait redécouvrir son espace intime. Et je pense qu'à tout moment, même quand on a un collier invisible de perles empoisonnées autour du cou, parce que ça, c'est ce que beaucoup de femmes ont, eh bien, sachons reconnaître notre bonheur, sachons savourer l'instant présent. C'est la grande force des femmes, être capable au quotidien d'apprécier, de savourer leur bonheur dans leur sphère de proximité. Merci Sylvie Brunel, merci à vous. Merci. Il nous reste quelques minutes. Si vous souhaitez poser une question, courte de préférence, à notre invité, je vous en prie. Ou dire un truc gentil. Voilà. Alors, qui pose la première question ? Monsieur, c'est ça ? Oui. Bonsoir. Merci Madame Brunel pour votre humour d'abord. Oui. Et tout ce que vous avez dit était passionnant et tellement vrai. Approchez, Oui, parce que mettez-vous dans la lumière. Oui, alors ma question elle est simple. Vous avez à un moment donné évoqué le féminisme universaliste. Oui. Est-ce que c'était en opposition à ce qu'on appelle le néo-féminisme, qui lui prône un relativisme féminin ? Oui. Et alors, oui. voulez-vous aussi, comme Madame Sandrine Rousseau, déconstruire l'homme ? Alors, non. Alors, je crois que... Merci pour votre question, est extrêmement nécessaire. Vous savez que le féminisme, vous l'avez compris, reste une nécessité. Il faut continuer, ne pas lâcher le fait que nous, femmes, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour juste occuper notre place. Mais aujourd'hui, les luttes féministes sont traversées par des combats qu'on appelle intersectionnels, où on nie par exemple à la femme blanche le fait de dire que, eh bien, elle aspire elle aussi à ce qu'un certain nombre de combats continuent d'être menés, où l'on dit que seules les femmes de couleur, par la convergence des discriminations, sont habilitées à prendre la parole, où du coup il y a des cercles de non-blancs. Je trouve ça dommage. J'ai travaillé très longtemps dans l'humanitaire. Je pense que les problématiques des femmes sont partout les mêmes, que si vous êtes une femme noire africaine mariée à un type de 50 balais qui est ministre, il vous larguera de la même façon qu'un homme chez nous. Ça n'a rien à voir. Simplement, je pense que c'est dommage que les femmes se perdent en se divisant. Et vous savez bien, quand les minorités politiques ou sociales se divisent, elles font le jeu de la domination. Et donc, il faut être unis. Et moi, je me sens extrêmement proche de ces femmes. Et je pense en plus qu'il ne faut pas transposer des choses qui sont profondément nord-américaines au modèle français, qui est un modèle beaucoup plus intégrateur, beaucoup plus universaliste que ce modèle américain. Et votre deuxième question, c'était... Ah oui, déconstruire l'homme. Alors moi, non, au contraire, moi je veux des hommes très bien construits. Et mon fils Guillaume, quand il a lu le livre, mon fils Guillaume qui a 28 ans, m'a dit « Mais maman, moi j'adore ce livre. Je pense qu'au contraire, je devrais le faire lire aux garçons de mon âge. Parce que justement, aujourd'hui, les jeunes hommes, ils n'ont pas envie que les femmes leur demandent de les prendre en charge. Ils sont... aujourd'hui dans un monde où ils veulent des égales, des partenaires. Et eux-mêmes, ils entrent dans un nouveau monde. Donc, les propos que nous leur renvoyons, ça doit être aussi des propos d'autonomie. » Et j'ai été
pour l'instant très heureuse par l'accueil que les hommes ont fait à ce livre. Et je vous remercie beaucoup, Jean, d'avoir accepté cet entretien, qui était quand même pas facile pour vous. Alors, non, mais il a été génial. Honnêtement, il a été génial. On va demander une autre question. Peut-être une femme, cette fois-ci, s'il vous plaît. Ben non, c'est bien. Moi, je trouve que c'était très bien que monsieur Oui. parle. C'était super. Alors, une autre question, mesdames. Ou s'il vous plaît. une remarque. Non? Bon, il y a des sourires quand même, hein, c'est bien, Bon. ça fait plaisir. Bon. Allez, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Ah, si, voilà. Allez, une dernière question, puisque l'heure tourne et qu'il nous reste 3 minutes 30. Ce n'est pas tout à fait une question. Au fond, vous rejoignez les propos qu'a tenus Rachel Kahn hier soir. Oui, alors je n'y étais pas parce que je suis arrivée hier soir, donc je n'ai pas pu l'entendre. Je l'aime beaucoup et je pense qu'en fait, nous n'avons pas d'opposition, nous sommes unis. Et je pense que ce qui est très important, c'est que nous, les femmes, nous soyons unis et nous soyons unis pas contre les hommes, mais avec les hommes. Et si parfois c'est sans les hommes, eh bien, soyons heureuses de toute façon. Voilà. Une question encore. Allez. Non? Oui, il y a encore une question, peut-être? Je ne sais pas. Non. Plus de questions. Eh bien, alors, s'il n'y a plus de questions, je vous invite vraiment... Ah, si, il y en a une. Ah bon, j'ai pas... Parce que la salle est oui, en fait, dans la c'est pénombre. dur parce que il y a, voilà. en fait, c'est compliqué pour nous. Déjà, on vous tourne ne le vous dos. voit pas. C'est bizarre. Et puis, en plus, il y a une partie de la salle qui est un peu dans l'ombre. Allez, monsieur, je encore. vous en prie, monsieur. Allez-y, à votre tour. Je viens vous voir juste avant d'être raccourci pour sentir moins fort. Juste pour dire que, en tant que Toubib, les personnes seules vivent un peu moins longtemps que les personnes en couple. Donc je pense qu'il faut en parler quand même et essayer de trouver des modes de socialisation soutenus pour les gens qui font le choix, donc étant plus nombreuses. Vous avez raison. Donc, vous avez raison de le encourager, rappeler. mais- Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. Pourquoi? Parce que souvent la solitude est vécue comme quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, dans ce monde qui est dans l'interaction permanente, ne pas être seul, c'est beaucoup plus facile que par le passé. Et il faut au contraire aller à la rencontre de l'autre ou aimer simplement. Aimer, c'est. Moi, j'ai tendance à dire, moi, j'aime beaucoup les bains de câlins des chats et des chiens. Mais bon. Il n'y a pas que. Hein. Mais c'est très important aussi, peut-être que l'avez-vous noté, quand ces personnes âgées ont aussi des animaux familiers. Et c'est dramatique d'ailleurs dans les maisons de retraite quand on les prive de cet amour-là. Et donc encourager les Baba Yaga et autres projets collectifs pour les... Et oui, pour les femmes. écolieux, les béguinages, l'ensemble de la façon de se mettre en commun parce qu'on partage finalement. Moi, je parle beaucoup dans le livre aussi de toute la question matérielle. Vous savez, les sécateurs petites mains. Enfin, j'ai pas choisi les sécateurs, c'est Oui, pour on le a bien jardinage, on a bien vous avez compris. On a bien compris. Le fait que c'est compliqué de dévisser des bocaux de confiture, c'est-à-dire, on se rend compte que le monde n'est pas fait pour nous. Que c'est compliqué d'être femme au quotidien, on est perpétuellement renvoyé à nos limitations et pouvoir trouver des modes de sociabilisation ensemble, et d'ailleurs pas que des femmes et des hommes, pour pouvoir vieillir heureux et sereinement sans être isolés, eh bien c'est peut-être la réponse à tout ce qui nous attend demain parce que nous allons être de plus en plus nombreux à avoir dépassé cet âge glorieux de 60 ans. Merci Sylvie Merci, Brunel, monsieur. merci à vous. Je vous recommande vivement donc ce manuel de guérison à l'usage des femmes. Vous ne vous interdisez pas un 3e opus. Est-ce qu'on peut imaginer le titre suivant, Manuel du bonheur à l'usage des femmes? Je serais très heureux de venir vous poser des questions. Merci. Je ne Merci. prétends pas, non, mais je ne prétends donner des leçons à personne. Hein, c'est important ça. Parfait. Merci beaucoup Sylvie Brunel. Merci messieurs dames.